Bonjour à tous, bienvenue pour ce nouveau webinaire de l'Agence internationale de l'énergie dans le cadre de notre programme de renforcement des capacités pour les statistiques et pour la modélisation énergétique avec la République démocratique du Congo. Gianluca et moi sommes ravis de vous retrouver ce matin pour une session qui sera consacrée à globalement l'accès à l'énergie. Alors, on va y aller en deux phases. Pour la première heure et demie, c'est principalement Gianluca qui va vous présenter notre session sur les biocombustibles solides et sur l'accès à la cuisson propre. On fera une petite pause donc autour de 10h30 après un exercice Excel que Gianluca vous montrera en direct, qu'on n'a malheureusement pas pu vous envoyer en avance, mais qu'on vous enverra à l'issue de cette session. Et sur la deuxième moitié de la matinée, là, on se concentrera sur l'accès à l'électricité et notamment le hors réseau, voilà, pour que cette journée soit un petit peu dédiée à l'ODD numéro 7, si je puis dire, de l'accès à l'énergie. Comme d'habitude, n'hésitez pas à poser vos questions en cours de route. On essaiera de faire un maximum de pauses pour y répondre et de vous donner la parole si possible. Voilà, sans plus tarder, Gianluca, je te laisse commencer avec les biocombustibles solides pour le début de la session. Bonjour à tous, merci Arnaud pour l'introduction. Comme on disait, on va commencer tout de suite avec l'accès à la cuisson propre. Donc, on va toucher les sujets très importants des biocombustibles solides, donc par exemple les bois, et les charbons de bois et leur utilisation traditionnelle, notamment pour la cuisson, surtout en Afrique subsaharienne. Donc, on va essayer de commencer la présentation en regardant l'importance de ces biocombustibles solides en Afrique subsaharienne, en regardant un petit peu de différentes tendances et des statistiques. Après, on va regarder un petit peu plus en détail la technique et les obstacles pour la collecte des données sur les biocombustibles solides. En effet, il y a beaucoup d'obstacles parce que c'est des produits énergétiques qui ne sont pas forcément commercialisés et vendus avec une transaction économique. Donc, il y a beaucoup de difficultés à pouvoir monitorer leur consommation, surtout quand les bois, par exemple, il est récolté dans les forêts et utilisé directement dans les ménages. Et après, on va regarder un peu plus en détail l'accès à la cuisson propre. Comment est-ce que c'est défini, quelles sont les situations, les perspectives, et comment est-ce qu'on peut faire aussi la modélisation pour estimer le futur accès à la cuisson propre. Sans perdre de temps, on va voir la première partie, donc l'importance des biocombustibles solides en Afrique subsaharienne. Comme on disait, par rapport à l'utilisation de, c'est surtout lié à des utilisations finales des cuissons en Afrique subsaharienne. Ça, c'est parce qu'il y a des différentes raisons. Il y a tout à fait la préférence culturelle parce qu'on est habitué à cuisiner avec la biomasse et au charbon de bois, mais aussi parce que, par exemple, dans les zones rurales, l'accessibilité à des carburants ou des combustibles alternatifs est plus difficile. Par exemple, dans les zones rurales loin des villes, c'est plus difficile, par exemple, d'acheter du GPL. Tout à fait, dans les zones urbaines, par contre, il y a aussi des autres soucis que ça peut être l'abordabilité, parce que le charbon des bois et aussi l'achat de nouveaux foyers de cuisson, ça peut mettre une barrière économique pour changer d'une cuisson traditionnelle et pas propre à une cuisson plus propre, comme ça peut être le GPL ou la cuisson électrique, etc., etc. Qu'est-ce qui a comme impact, par contre, l'utiliser? Pourquoi on parle de ça? Parce qu'on dit que c'est mal cuisiné avec du bois ou du charbon de bois. Ça, c'est parce qu'il y a un impact sanitaire très important et aussi des impacts socio-économiques, comme on va voir plus en détail aussi après. On a estimé que plus ou moins chaque année, en Afrique, il y a un demi-million de personnes qui meurent à cause de la cuisson à base de biocombustibles parce qu'ils respirent des fumées qui sortent de la combustion exactement de bois ou du charbon de bois dans les ménages. Comme on peut voir dans la photo là sur les droits, il y a beaucoup de fumée et surtout les femmes et les enfants, ils respirent ça tous les jours et donc ça peut entraîner des soucis sanitaires sur le long terme. En effet, ce chiffre est plus élevé que les morts annuelles par le VIH, le paludisme ou la tuberculose, comme on peut voir dans le graphique ici à droite. Après, il y a aussi des impacts environnementaux parce que l'utilisation élevée et pas contrôlée du bois et du charbon de bois peut porter à une désertification due à la déforestation parce qu'on commence à utiliser
nos forêts de plus en plus, et surtout quand on consomme du charbon de bois qui est produit de façon inefficace, on a besoin, comme on verra plus tard, de beaucoup de bois pour sa production. Et donc, on va attaquer nos forêts encore plus. Et pourquoi c'est important d'avoir des données, donc suivre les données sur les biocombustibles? C'est important parce que pour élaborer des politiques, notamment pour améliorer l'accès à la cuisson propre, donc réussir à donner à plusieurs personnes la possibilité de cuisiner avec des technologies ou des combustibles alternatifs. Pour faire la réglementation, par exemple, la production de charbon de bois, comme on va voir, il y a différentes techniques de produire le charbon de bois et certains vont avoir un impact sur le bois et sur les forêts très élevé. Et aussi pour regarder un peu si notre ressources en forêt sont suffisantes pour couvrir la croissante demande en bois, au charbon de bois. Donc, comme on a vu, le suivi de la consommation de biocombustibles est vraiment essentiel dans la région. Si on voit un petit peu l'histoire dans le monde de l'énergie, ça c'est pas que l'Afrique, c'est tout le monde. Depuis 1800 jusqu'à aujourd'hui, on voit qu'il y a eu des différentes révolutions énergétiques. Tout à fait, dans le passé, l'homme il a toujours consommé les biocombustibles de façon traditionnelle, comme on peut voir ici en rouge, donc pour la cuisson, pour le chauffage dans les différents pays, etc., etc. On brûlait du bois et on produisait aussi du charbon de bois un peu plus tard dans l'histoire de l'homme. En 1800, on peut voir qu'il y avait déjà un petit peu d'utilisation du charbon parce que la révolution industrielle elle avait commencé. Et après, on peut voir quand même que le charbon il a pris plus en plus de place, le charbon fossile dans ce cas-là, plus en plus de place par rapport à l'utilisation traditionnelle de biomasse ou de biocombustibles. Après, on voit aussi qu'un petit peu plus avant, vers les années 20-50 du dernier siècle, le pétrole il a commencé à prendre encore plus de place aussi dans notre mix énergétique. Et encore plus, le gaz naturel aussi dernièrement a pris une place dans le monde énergétique important. Donc, on voit qu'on change toujours de type d'énergie qu'on utilise. Par exemple, aujourd'hui, il y a une petite révolution que j'espère, notamment l'IEA est sûr qu'elle va devenir beaucoup plus grande sur les renouvelables modernes. Donc, les renouvelables pour produire l'électricité comme le solaire, l'éolienne, l'hydroélectricité, pardon, mais aussi les biocombustibles modernes. Comme on voit aujourd'hui, ça représente une petite partie de les mix énergétiques, mais c'est en train de prendre de plus en plus de place. Comme on peut voir dans la petite graphique à droite aussi, on peut se rendre compte aussi de comment on a augmenté aussi nos consommations depuis 1800. Quand on consommait que du bois et du charbon de bois, on n'avait pas une grosse augmentation de consommation. C'était juste lié peut-être à la monte des populations. Si on avait plus de personnes, on cuisinait un peu plus. Mais comme les années sont passées, on s'est industrialisé, on a besoin de plus en plus d'énergie pour satisfaire tous les services, les commodités qu'on a ajoutées dans nos vies. Et important à noter, c'est que si on regarde aujourd'hui, il y a toujours une utilisation de biomasse traditionnelle ou de biocombustibles, et ça, c'est surtout en Afrique subsaharienne, et aussi un petit peu en Asie du Sud-Ouest et en Amérique latine. En effet, comme on voit ici, dans les pays de l'OCDE, par exemple, sur la gauche, on a l'utilisation des biocombustibles qui ne représente que 6% du mix énergétique de la consommation finale. Et par contre, de ces 6%, la majorité, c'est aussi une utilisation moderne de biocombustibles, notamment par exemple de bois compressé en pellets pour le chauffage ou de biocarburants pour les voitures. Par contre, quand on regarde plutôt l'Afrique, aussi l'exemple de la République démocratique du Congo, on peut voir qu'en effet, ces pourcentages sont beaucoup plus élevés. On a au Congo 93% de la consommation finale, c'est des biocombustibles. Et en plus, ces biocombustibles sont des biocombustibles utilisés de façon traditionnelle. Donc, de bois, de charbon de bois pour la cuisson. Si on voit plus en détail, en essayant de faire un zoom seulement sur les biocombustibles pour voir qu'est-ce qu'il y a en effet dedans, on voit que pour le CDE, normalement, c'est plutôt des biocombustibles solides primaires à 65%, mais comme on disait, sont plus modernes de juste la combustion du bois ou du charbon de bois pour la cuisson. Mais on a aussi une grosse partie que c'est des bioliquides, comme on a vu dans la figure précédente. Il y a aussi la réutilisation des déchets. Si on va par contre en Afrique, ou par exemple au Congo, en Afrique subsaharienne, on voit des graphiques que cette utilisation des biocombustibles
est presque totalement représenté par les bois, qu'ici on voit un rose salmon, et un charbon de bois, qu'on voit ici en gris. Par exemple, au Congo, on a 83% de la consommation de biocombustibles, c'est représenté par les bois, et 17% c'est représenté du charbon de bois. Ça, c'est par rapport à les statistiques qu'on a aujourd'hui. Et comme on va voir et comme on a vu, il y a toujours des doutes sur les statistiques sur les biocombustibles par rapport à les problèmes qu'on a un petit peu déjà évoqués, qu'on va voir plus auparavant. Mais qu'est-ce que sont ces biocombustibles solides qu'on a bien définis ici dans ces graphiques? Ça représente tous les combustibles, les produits solides qui ne sont pas fossiles, qui sont d'origine biologique et qui peuvent être utilisés pour la production de chaleur ou d'électricité quand brûlée. On a des types primaires et secondaires. Notamment les primaires, on a par exemple les bois, comme on peut voir à gauche, mais aussi pas mal des autres produits qui peuvent être par exemple des déchets de l'agriculture comme la bagasse ou la balderie. Et aussi, on peut avoir des produits secondaires, notamment le charbon de bois, qui se produit à partir du bois dans des fourneaux spécifiques. Si on regarde un petit peu la consommation dans le monde, comment est augmentée des biocombustibles, on voit qu'en effet, en Afrique subsaharienne, la consommation de biocombustibles a augmenté fortement depuis les dernières 30 années. Et on est aussi en termes de dire que ça, c'est dû plutôt à l'augmentation de la population. Parce qu'il y a pas mal d'efforts aussi en Afrique subsaharienne, qu'on verra après, pour passer à l'utilisation des autres combustibles alternatifs, mais l'augmentation de la population a fait que, en effet, ces efforts ne sont pas suffisants. Comme on verra aussi quand on regarde les indicateurs d'accès à la cuisson propre, et donc le nombre de personnes qui aujourd'hui cuisinent en utilisant du bois ou qui cuisinent avec des combustibles alternatifs ou pas. Donc, si on continue à la présentation, on peut voir aussi où ces biocombustibles sont consommés. Et ça, c'est intéressant aussi. Si on regarde, par exemple, dans les pays de l'OCDE, c'est très intéressant de voir que la moitié de ces biocombustibles sont consommés par l'industrie. Donc, par exemple, il y a une usine de production de certains types de matériaux dans l'industrie qui consomme, par contre, par exemple, des déchets de l'agriculture ou qui consomme du bois compressé. Par contre, si on va regarder un peu en Afrique, on voit que la consommation la plus élevée, c'est dans les ménages. Comme on a dit plusieurs fois déjà, c'est seulement dû à la cuisson et peut-être aussi à la production d'eau chaude. Si on regarde un peu plus en détail la consommation dans les ménages par personne, on voit déjà que dans les pays développés de l'OCDE, on a une consommation beaucoup plus élevée qu'en Afrique subsaharienne, par exemple, et aussi une différenciation, un mix très varié. On a un petit peu de biocombustibles, comme on l'a vu dans l'OCDE, sont plutôt des combustibles modernes, mais on a aussi un tas d'autres produits consommés, comme le gaz naturel, l'électricité, etc., etc. En Afrique subsaharienne, on peut voir qu'en effet, par manque d'accès dans certaines régions de l'électricité, c'est très petit l'électricité consommée par personne. On n'a presque pas de gaz naturel qui est distribué dans les ménages, etc., etc. Mais surtout, on a cette consommation due à la biocombustible solide primaire et l'utilisation traditionnelle encore. Par exemple, le bois de chauffe. Ça, c'est des résultats qu'on voulait vous montrer par rapport à une étude que l'AIEA a fait il y a un peu plus d'un an. Et on a étudié aussi le Congo à part. Et on a essayé de voir les principaux combustibles utilisés pour la cuisson dans chaque pays, dans les zones urbaines et les zones rurales. Par exemple, si on prend le Congo, on voit que dans les zones urbaines, il y a pas mal d'utilisation de charbon de bois, en effet, un petit peu de bois aussi, et juste une très faible partie d'utilisation de GPL par rapport, par exemple, à des autres pays, comme on peut voir, par exemple, au Côte d'Ivoire, plus de la moitié des ménages dans les zones urbaines utilisent déjà du GPL, qui est considéré comme un combustible pour la cuisson propre, comme on verra plus tard dans la définition. Et si on regarde les zones rurales, par contre, on peut voir, c'est très homogène, pays par pays. La plupart des gens en Afrique subsaharienne, dans ces pays en moins, dans les zones rurales, consomment du bois et un petit peu du charbon de bois aussi.
va aller dans la prochaine slide. Oh, eccoci qua. Ma alors, combien d'énergie est contenue dans un kilo de bois? Ça, c'est une question très intéressante parce que ça peut être très varié. Et c'est très important pour les statistiques parce que des fois, on arrive à savoir combien de kilos, combien un volume, par exemple, de mètres cubiques de bois un ménage consomme par an. Par exemple, il y a certaines enquêtes où la personne qui va faire l'enquête va dans les ménages, elle va essayer de mesurer avec une balance les poids de la quantité de bois que le ménage estime consommer pendant un mois, une semaine ou une journée, pour après essayer de faire des statistiques sur la consommation annuelle. Par contre, quand on connaît la masse, donc les kilos de bois consommés, comment est-ce qu'on transforme ça en unité énergétique? Comme on a vu dans les formations précédentes, on a besoin de pouvoir calorifique. La chose importante pour les bois, c'est que c'est un combustible organique, donc quand il est juste produit, il est très humide, parce que quand un arbre vient juste d'être coupé, il contient encore tous les liquides que l'arbre a absorbés pendant sa croissance. Et donc, il est très humide, il ne brûle pas bien, en effet. Beaucoup de son poids est fait par de l'eau, en effet. C'est de l'eau. Et quand on le brûle, c'est une combustion très faible, etc., etc. Et donc, si on regarde, par exemple, le pouvoir calorifique, donc l'énergie contenue dans un kilo d'un bois juste après être récolté, avec une humidité moyenne de 55%, on voit que son pouvoir calorifique, c'est de plus ou moins 7 mégajoules per kilo. Par contre, si on attend 2-3 ans et on fait sécher les bois, même dans l'air couvert pour les pluies, on va améliorer notre combustion déjà, la qualité de la combustion, parce qu'il y a moins d'eau, mais aussi on va améliorer notre contenu d'énergie par kilo. On va presque les doubler, comme on peut voir. Après, il y a des produits un peu spécifiques, comme les pellets, par exemple, que c'est juste du bois compressé, en effet. Et là, on voit que compressé et séché, on voit qu'on peut arriver à une humidité de 8% et donc à des pouvoirs calorifiques de 17 mégajoules par kilo. Ça, c'est un produit, en effet, que c'est plus facile à commercialiser, les pellets. En Europe, c'est commercialisé pas mal pour le chauffage. Et c'est parce que, en effet, son pouvoir calorifique est plus élevé. Et pourquoi c'est mieux à commercialiser? Parce que ça signifie qu'avec un kilo, on a plus d'énergie. Et donc, il y a moins de masse à transporter pour vendre la même quantité d'énergie. Et c'est pour ça qu'on produit avec un pouvoir calorifique plus grand et un produit énergétique de meilleure qualité. Comment est-ce qu'on produit du charbon de bois? On utilise du bois qu'on fait rentrer dans un four à charbon de bois, qu'on peut appeler comme ça. Après, il y a peut-être des autres noms spécifiques. Et comme on disait, il y a différents types de fours à charbon de bois. Il peut y avoir des fours traditionnels ça consiste juste en un petit trou dans la terre recouvert avec des terres et des feuilles pour enlever l'oxygène dans cette combustion spécifique qui va se passer. Et le bois, là, lentement, il est transformé en charbon de bois. Par contre, c'est très important de savoir que les rendements peuvent être très différents et très faibles si on utilise des méthodes traditionnelles de la production du charbon de bois. Et notamment, on peut avoir un rendement en masse aussi faible que 10% dans certains fours. Mais on peut arriver jusqu'à 40% dans des fours efficaces, plutôt industriels. Aussi, c'est important de dire que le charbon de bois a un pouvoir calorifique, c'est le double et même plus que le bois. Donc, un kilo de charbon de bois contient le double d'énergie qu'un kilo de bois. C'est pour ça qu'on le produit, parce que c'est un produit plus de qualité, un produit énergétique plus de qualité. Et donc, on a notre charbon de bois. Il a un produit plus de qualité, mais comme on a vu, pour le produire, on a besoin de beaucoup de bois et on verra qu'il y a des implications sur l'utilisation primaire du bois. Maintenant, on va passer un petit peu à faire des questions un peu plus interactives sur notre menti.com, comme on aime bien faire tous les jours dans notre session. Je vais juste partager mon écran. Alors, ici on y est. Je pense que c'est bien fait. Et on a deux petites questions pour vous. Première de tout, il faut se connecter sur
www.menti.com, comme les autres fois. Et aujourd'hui, le code sera le 60 15 90 5. Je vous laisse le temps de vous connecter en minute et après, on va regarder la question. OK. Donc, notre question, c'est combien de kilos de bois on a besoin pour produire 1 kilo de charbon de bois dans un four traditionnel interne, donc les moins efficaces. Je vous laisse commencer à répondre. On a déjà une première réponse. En fait, maintenant que vous pensez là au charbon de bois qu'on est en train de réfléchir, vous pouvez réfléchir chez vous au Congo quand vous vous baladez dans les zones un petit peu plus rurales. Vous voyez souvent, j'imagine, des fours de production de charbon de bois, soit traditionnels, soit peut-être il y a des entreprises aussi qui le font de façon un peu plus industrielle, donc avec un petit peu plus d'efficacité. On voit déjà, il y a 5 personnes qui répondent. Et en effet, tout le monde commence à dire, on est plus tendance à dire qu'il y a besoin de beaucoup de bois pour produire 1 kilo de charbon de bois dans un four traditionnel, que c'est, comme on disait, moins efficace. Il y a 6 personnes qui ont répondu. On laisse un petit peu le temps pour voir s'il y a des autres qui se connectent. Très bien, on a 8. Parce que comme on a beaucoup aujourd'hui, c'est bien que tout le monde, dans la première question, a le temps de se connecter. Comme ça, pour les prochaines questions, ça va être super facile. La question suivante va s'afficher directement sur votre écran si vous restez sur la même page ou sur votre téléphone. Donc, on voit en effet, la plupart des personnes ils ont dit qu'il a besoin de 100 kg de bois pour 1 kg de charbon de bois dans un four traditionnel. En fait, c'est une réponse qui peut avoir différentes réponses. Ça dépend aussi du four traditionnel de charbon de bois, s'il est construit de façon très efficace ou pas efficace. Mais nous, on a noté que les moins efficaces qu'il y a en circulation peuvent nécessiter jusqu'à 10 kg de bois pour la production d'1 kg de charbon de bois. Ça, c'est vraiment la pire situation. Mais imaginez-vous, pour avoir juste 1 kg, on a besoin de 10, la quantité de bois qu'on va consommer pour le charbon de bois qui est utilisé chez vous pour la cuisson, par exemple. Chaque fois que vous voyez un morceau de charbon de bois, vous le pesez, vous devez imaginer qu'il y a peut-être 10 fois plus de masse de bois qui est utilisé pour le produire. Allons voir la prochaine slide maintenant. La prochaine question vous demande de classer pour vous les meilleures solutions pour atteindre l'accès universel à la cuisson propre. On a des alternatives à la cuisson traditionnelle. On peut, par exemple, utiliser le GPL ou l'électricité, ou, par exemple, les foyers améliorés de biomasse, ou aussi du charbon de bois. On peut aussi avoir des digesteurs de biogaz et foyers à gaz. Dans certains pays, c'est quelque chose qui se développe aussi pour réutiliser les déchets, produire du biogaz chez l'habitant, et après ces biogaz, c'est réutilisé directement pour la cuisson ou pour des autres besoins énergétiques. Aussi, il y a une combinaison de toutes ces solutions, indépendant des différents ménages. Il y a déjà 2 personnes qui ont répondu. Ça, c'est un peu plus long parce qu'il faut mettre en ordre des priorités les réponses. Il faut y améliorer. Je le temps aussi pour les dernières de répondre, mais en effet, il y a différentes solutions, comme on a vu, pour la cuisson propre, alternative à la façon traditionnelle de cuisiner. Et on peut dire en effet que, indépendant de où les ménages se trouvent, la ville ou les villages, il y a des solutions qui sont peut-être différentes. Aussi, ménage par ménage, dépendant de leurs possibilités économiques, il y a des solutions qui peuvent être différentes. Et donc, la solution pour arriver à l'accès universel à la cuisson propre est en effet une combinaison entre toutes ces solutions.
Parce que, par exemple, il y a un certain nombre de ménages où l'utilisation du ZPL a un coût plus faible et c'est plus efficace. On verra plus tard l'utiliser, mais il y a pour des autres situations où pour réussir raisonnablement à arriver à un accès universel à la cuisson propre, les foyers améliorés de biomasse sont peut-être une solution plus efficace. Donc, le mieux, c'est toujours, pour beaucoup de problèmes, essayer d'utiliser toutes les différentes solutions et trouver pour chaque des petits problèmes, par exemple, dans ce cas-là, pour chaque ménage, c'est laquelle la solution la plus efficace. On va voir la prochaine question. Ça, c'est un peu plus relative à votre vie personnelle. C'est une question sur, dans votre ménage, chez vous, quand vous cuisinez, avec votre famille, c'est laquelle la première source énergétique pour cuisiner? Est-ce que chez vous, vous utilisez du bois, du charbon de bois, du GPL, de l'électricité ou des autres types de combustibles? Il y a déjà 3 personnes qui ont répondu. Il y a beaucoup d'entre vous qui utilisent l'électricité chez vous. Mais en effet, si on regarde, il y a quand même 3 personnes qui ont du charbon de bois. Que c'est là, dans les statistiques, on voyait que c'est un des combustibles les plus utilisés pour la cuisson, même dans les zones urbaines au Congo. Et en effet, il y a un petit peu de GPL, une personne entre vous. Après, cette enquête, comme vous le savez très bien, elle n'est pas représentative de de tout votre pays ou de toute votre zone urbaine, parce que j'imagine que vous habitiez à Kinshasa ou dans des autres villes. Et par contre, c'est très intéressant de voir un petit peu les différents types de sources énergétiques que vous utilisez pour cuisiner. Donc, notons, la plus grosse partie d'entre vous utilise l'électricité, mais il y a une forte utilisation du charbon et aussi un petit peu de GPL. C'est très intéressant. Hop. Ah, ça, c'est une question pour plus tard. Donc, on peut revenir à notre présentation. On revient dans les slides. Ici, on y est. Hop là. Donc, on parlait de production de charbon de bois à partir du bois. Pourquoi le charbon de bois est un meilleur combustible? On a vu que parce que dans un seul kilo de charbon de bois, on a plus ou moins la même énergie que dans 2 kilos de bois. Donc, au lieu de devoir stocker, transporter, bouger 2 kilos de bois, on peut voir que la moitié de cette masse pour avoir les mêmes résultats, par exemple en cuisson ou en autres utilisations énergétiques. Et notamment aussi, on parle de masse, mais c'est la même chose aussi pour le volume. Pour le stocker, on a besoin de stocker beaucoup moins, on a besoin de moins d'espace pour stocker le charbon de bois que par rapport à le bois. Donc, c'est un meilleur combustible. C'est pour ça qu'on le produit. Surtout pour l'utilisation dans les zones urbaines, les personnes préfèrent stocker du charbon de bois pour la cuisson que du bois parce qu'ils en auraient besoin peut-être de 2 fois la place ou plus. Donc, on a la même énergie, mais le volume et le poids sont réduits. Cependant, important, comme on a vu, quand on transforme le bois en charbon de bois, on perd beaucoup d'énergie et de masse. Le rendement des fours traditionnels, les pires fours traditionnels, est plus ou moins de 10%. Donc, on a besoin de 10 kg de bois pour produire 15 kg de charbon de bois. Et ça représente des grosses pertes, un impact environnemental important, notamment dans la déforestation, par le fait qu'on doit couper beaucoup d'arbres pour faire une petite quantité de charbon de bois. Par contre, si l'animation n'était pas top, si on utilise des fours plus efficaces qui peuvent atteindre 35% d'efficacité, on voit qu'on a besoin de beaucoup moins de bois pour produire la même quantité de charbon de bois. Ça, c'est très important. Donc, on va couper moins d'arbres et il y a un impact beaucoup plus faible sur nos forêts. Donc, ici, c'est très important, on voulait faire un petit point, de prendre en compte aussi dans notre
politique énergétique dans un pays en Afrique subsaharienne, la production de charbon de bois, essayer de la réglementer de certaines façons, parce qu'il a un impact qui peut être très important sur les forêts. Les forêts sont une ressource très importante pour les pays en Afrique subsaharienne et notamment pour le Congo. On va voir des exemples un peu plus détaillés sur l'utilisation pour la cuisson de biocombustibles solides. Si on part du bois, par exemple, l'utilisation d'un foyer de cuisson traditionnel qui a une efficacité de 18%, qu'est-ce que c'est l'efficacité qu'on parle ici? C'est juste l'énergie qu'elle est transmise à notre repas par rapport à l'énergie contenue dans les bois. Donc, on voit, il y a 18% ici pour un foyer traditionnel en bois. Ça signifie qu'on perd 82% de l'énergie, on la perd comme chaleur dans l'air. Donc, ce n'est pas très efficace en effet. Et on peut dire que pour cuisiner un repas, ça c'est un exemple qu'on a trouvé dans la littérature, mais ça peut être très différent. Pour cuisiner un repas, on a besoin de 5 kg de bois. Un repas pour une famille, ce n'est pas pour une personne. 5 kg, ça fait beaucoup. Par contre, si on utilise du charbon de bois, avec un foyer traditionnel et un charbon de bois, qui déjà il est plus efficace parce que le charbon de bois combuste de façon plus efficace déjà. Donc, son efficacité, énergie transmise au repas par rapport à la combustion, c'est plus élevé déjà. On a besoin qu'il y ait d'un kilo 65. Par contre, comme on a vu, si on produit ce charbon de bois avec un four à terre, pas efficace, on a besoin de 16 kg de bois. Donc, en effet, l'impact sur la cuisson au niveau utilisation finale, il est bon parce qu'on brûle moins de matière de façon plus efficace. Donc, utiliser le charbon de bois, c'est mieux, de certaine façon. Par contre, si on regarde l'impact sur les forêts, on regarde que pour consommer 7,5 kg de charbon de bois, on a besoin de beaucoup de bois. Donc, on a un cycle de vie, si on analyse toute notre efficacité à partir de la production de bois jusqu'à notre cuisson, on a une efficacité qui est de 5%. Donc, c'est en effet pire. Par contre, si on utilise un four amélioré, on voit, pour la production, pour la production du charbon de bois, on voit qu'on a besoin de moins de bois pour produire 7,5 kg de charbon de bois. Donc, une efficacité totale de plus ou moins 15%. Si on va par contre regarder l'utilisation des foyers de cuisson améliorés, qui donc ont une efficacité beaucoup plus élevée, par exemple, ici, on voit que pour l'utilisation et la cuisson au bois, pour cuisiner les mêmes repas, on a besoin que de 3 kg de bois par rapport à 5 avec un foyer traditionnel. Donc, on aura beaucoup moins de paires. Et plus ou moins 30% de l'énergie contenue dans les bois est transmise au repas et que 70% elle est perdue dans l'atmosphère. Même chose pour le charbon de bois. On voit qu'on a besoin moins de charbon de bois. Et même réflexion d'avant, si ce charbon de bois est produit avec des fours à terre, on a quand même besoin de beaucoup de bois pour le produire. Et donc, l'importance d'utiliser ici des fours améliorés pour la production du charbon de bois. Ici, on peut faire un point intéressant. On peut voir qu'en effet, quand on utilise déjà des foyers améliorés pour la cuisson, et ça, c'est des politiques qui peuvent aider à la distribution des foyers améliorés dans les zones rurales et urbaines pour la cuisson, déjà, on réduit notablement la consommation et les besoins en énergie. Et en plus, comme au Congo, c'est très important l'utilisation du charbon de bois, notamment dans les zones urbaines, si on arrive à réglementer l'utilisation de la production du charbon de bois et essayer de privilégier l'utilisation de fours efficaces, on va voir qu'on va réduire beaucoup l'impact dans nos forêts, par exemple. Comme on voit ici, par exemple, l'utilisation d'un foyer amélioré en charbon de bois avec du charbon de bois produit avec des fours améliorés, on aura besoin de moins de 100 kg de bois. Et donc ici, c'est un bon trade-off parce qu'on aura au point final une consommation faible de masse en biocombustible, des fumées très faibles parce que le charbon de bois dans un foyer amélioré peut être considéré presque une cuisson propre, et aussi on a un impact relativement faible dans les forêts. Donc ici, c'est juste un point que je viens de faire qui s'écrit un peu plus. Mais c'est quoi l'impact climatique? On a dit que si on coupe beaucoup des arbres, on a plus de problèmes au niveau climatique, de la déforestation. Mais comment est-ce que ça marche? Ici, on a essayé de faire un petit slide pour faire le cycle de CO2 et aussi voir comment ça peut changer indépendant de l'utilisation énergétique de nos biocombustibles. On a notre forêt, qu'on va ici représenter dans ce petit arbre.
qui absorbent de la CO2 pour croître, donc utilisent les charbons contenus dans la CO2 pour créer de la masse en bois. Après, nous, on coupe un petit peu de ces bois pour produire notre bois énergie, notre charbon de bois, qu'on va brûler pour cuisson, etc., etc. Et là, on aura des émissions de CO2 quand on les brûle. Par contre, on considère que si l'équilibre est maintenu, donc si les forêts restent de la même dimension, la forêt même, elle va réabsorber ces émissions qu'on a laissées partir dans l'atmosphère pendant la combustion. Et donc, on a un cycle, un équilibre et pas d'émissions de CO2 net. Donc, c'est pour ça que dans les statistiques énergétiques, comme on a vu avec Nicolas cette semaine, quand on parle de la combustion de bois ou de charbon de bois, on ne considère pas qu'il y a des émissions. C'est parce que les émissions sont prises en compte dans ces cas-là pour le biocombustible seulement au niveau des forêts, donc en dehors du domaine de l'énergie. Et en effet, s'il n'y a pas d'équilibre, et si on commence à couper beaucoup plus de bois, parce qu'on a plus de besoin d'énergie, parce qu'on n'a pas amélioré nos productions de charbon de bois, et parce qu'on n'a pas mis en place des façons de cuisiner alternatives, notamment aussi les foyers améliorés, qu'est-ce qui se passe? Que notre forêt va diminuer, qu'on va avoir beaucoup plus de combustion, donc plus d'émissions, et donc on va perdre notre équilibre parce que notre forêt elle était coupée encore plus, elle a moins de capacités d'absorption, et donc on a plus d'équilibre et on va avoir des émissions de CO2 nettes. Et ça, on va le voir dans les rapports des émissions nationales, pas dans la partie énergie, mais plutôt dans la partie land use, etc., etc. On peut voir ici un exemple, ça c'est juste une photo de deux pays, la République dominicaine et Haïti. Haïti a un accès à la cuisson propre très faible et la République dominicaine un peu plus élevé. Et on peut voir, et aussi il a réglementé la République dominicaine l'utilisation du bois et la protéger un peu plus les forêts. On peut voir comme la déforestation en Haïti elle est très élevée par rapport à la République dominicaine, jusque de ces photos-là. Et ça, c'est pour l'utilisation énergétique du bois énergie dans la cuisson dans les pays. On voit que c'est vraiment très, très fort comme image. Maintenant, on va passer à la partie intéressante, c'est en effet les obstacles et les meilleures pratiques pour la... Pardon, j'ai perdu mes slides. Ok, je suis là. Les obstacles et les meilleures pratiques pour la collecte des données sur le biocombustible solide. Alors, comme on a vu déjà cette semaine, il y a le champ des valeurs de tout type de combustible ou de sources énergétiques, et parler de la production à les importations et exportations, of course. Et après, ici, on peut voir, par exemple, si on parle de bois, la transformation en charbon de bois, qui après peut être exporté aussi. Et après, on peut avoir des usages directs dans les ménages, pour la cuisson, dans l'industrie. On peut avoir aussi la production de l'électricité dans certains cas et la production de la chaleur. Mais c'est où qu'on peut récupérer les données? On peut récupérer les données sur les ventes quand il y a une transaction économique, quand il y a une vente d'un produit énergétique, du charbon de bois ou du bois. Et donc, on peut voir combien les entreprises qui vendent du bois ou du charbon de bois, elles ont vendu. Par contre, là, comme on a vu, on va perdre toute la partie que ce n'est pas commercialisé ou ce n'est pas officiel. Donc, la meilleure façon de suivre l'utilisation et la consommation de biocombustibles, c'est en effet avoir des enquêtes dans les ménages ou dans l'industrie, donc la partie consommation. C'est ici qu'on va avoir les résultats les plus complets. C'est quoi les obstacles pour faire le suivi des biocombustibles? Donc, première chose, c'est avoir un bon échantillonnage, donc avoir une couverture des différentes zones urbaines et rurales qui peuvent être très différentes même dans le même pays. Par exemple, pour les types de biocombustibles utilisés, parce qu'il y a différentes ressources forestières régionales, ils ont des différents types de bois et donc des différentes teneurs en humidité, ou aussi pas que des bois, ils peuvent avoir des différents types d'accès à des biocombustibles différents, par exemple des déchets de l'agriculture, etc., etc. Ou des déchets par rapport à l'élevage animal, qui peuvent être utilisés aussi pour des fins énergétiques. Après, il y a des différences culturelles, la différence de façon de cuisiner, par exemple, il y a des plats spécifiques cuisinés dans certaines régions qui nécessitent une cuisson différente et donc peut-être plus ou moins d'énergie. Par exemple, la façon de faire du café aussi dans certains pays, il y a la façon de faire café traditionnelle qui utilise le charbon de bois, par exemple. Et après, il y a les types de foyers aussi.
utilisés pour cuisiner. Ici, on parle des foyers pour cuisiner, qui peuvent être moins ou plus efficaces et donc ils nécessitent plus ou moins d'énergie pour cuisiner les mêmes repas, comme on a vu avant dans l'exemple. Donc, la difficulté, il y a beaucoup d'informations à pouvoir récolter et beaucoup de types de ménages différents par rapport à leur type de cuisson, pour différentes raisons. Après, il faut aussi couvrir les biocombustibles commercialisés et les non commercialisés, comme on a vu. Et la partie non commercialisée, c'est très difficile parce qu'il n'y a pas de revente, il y a par exemple une production non réglementée du charbon de bois qui s'est juste produit de façon traditionnelle et après redistribué, consommé sans avoir un vrai suivi officiel. Donc, comme on a vu, les enquêtes dans les ménages, c'est peut-être la solution la plus efficace, même si ça peut être coûteux aussi, parce que si on demande à un ménage combien de bois tu consommes, comme il ne l'a pas acheté, il ne sait pas trop te dire exactement la quantité. Et des fois, il a besoin que quelqu'un se déplace pour, par exemple, mesurer les kilos de bois consommés pendant une semaine. Donc, demander au ménage combien de bois tu consommes pendant une semaine. La personne elle va plus ou moins lui montrer et l'enquêteur il va peser ces bois. Ça, c'est une façon très, très coûteuse de faire ça, mais c'était déjà fait par certains pays pour essayer d'avoir une vision plus claire de ces consommations. Après, il y a des autres façons aussi. Il y a aussi de façon plus qualitative en demandant plus ou moins combien un volume de bois tu utilises chaque mois. C'est aussi important de suivre, par contre, le type de bois, le type de ressources biologiques que c'est consommé. Après, il y a aussi comprendre comment le charbon de bois a été produit. Ça, on l'a vu beaucoup aujourd'hui déjà, mais c'est important de savoir si c'était des fours de production de charbon de bois très efficaces ou des fours traditionnels, donc, où on perd beaucoup de bois. C'est quoi nos outils pour la collecte? C'est comme pour les autres produits, on a par exemple des sources administratives à vérifier avant toute nouvelle collecte de données. Ça peut être par exemple les institutions des forêts. C'est pas au Congo exactement c'est qui l'institution qui s'occupe de suivre les forêts, mais notamment dans beaucoup de pays, ces institutions, ils vont aussi s'occuper et avoir des informations sur la consommation énergétique des ressources forestières. Les sondages, on doit faire des échantillons représentatifs en Corse. On peut se baser aussi sur des sondages existants. S'il y a des sondages dans les ménages faits chaque année ou chaque 5 années, on peut ajouter 1 ou 2 questions pour demander, par exemple, c'est lesquels les produits énergétiques primaires utilisés pour la cuisson dans ton ménage, par exemple. Après, il y a les compteurs et les mesures. Et on peut utiliser aussi de la modélisation pour estimer la consommation en bois ou en charbon de bois. Comme on verra après, il y a un petit exercice très simplifié par contre, qui peut montrer un peu comment à partir d'informations sur les types de foyers de cuisson utilisés, faisant des hypothèses sur leur efficacité, comment on peut estimer la consommation de biocombustibles et après aussi l'accès à la cuisson propre. Donc, comme partout, il n'y a pas de recommandations spécifiques, mais il y a besoin d'une combinaison de différentes méthodes et outils en tenant compte de la spécificité qu'on peut avoir au niveau local, national, pour trouver notre meilleure solution. Donc, comment est-ce qu'on peut suivre la consommation de biocombustibles? On peut avoir, comme on a vu, toutes ces sources-là, sources administratives, enquêtes des ménages, enquêtes des entreprises. Par exemple, des entreprises, on peut suivre les ventes de GPL, que c'est un combustible alternatif au bois. Donc, si les ventes de GPL augmentent, on a une information qui nous dit que probablement la consommation de biocombustibles a diminué. Après, il y a les enquêtes dans les ménages. Par exemple, on peut savoir combien d'appareils on a pour cuisiner. Par exemple, est-ce qu'il y a des cuisiniers GPL, est-ce qu'il y a des foyers améliorés, etc., etc. Et après, comme on l'a vu avant dans l'exemple que je disais, il y a les mesures. On peut peser les types de bois utilisés. Tout ça, ça peut être après comme entrer à notre petite méthodologie d'estimation finale pour la consommation, où on prend aussi des autres hypothèses dedans. Et comme sortie, on peut avoir l'énergie consommée par type de source, l'énergie par usage, etc., etc. On peut faire pas mal de calculs avec ce type d'approche. Donc, utilisant différentes sources, différentes hypothèses pour pouvoir
après avoir notre donnée en sortie qu'on recherchait auparavant. Notons, ce tableau, c'était un peu un exercice qu'on a fait pour voir les différents outils et méthodologies de collecte par rapport à les différents types de données qu'on veut suivre. Par exemple, le biocombustible solide commercialisé, primaire, ça c'est du bois par exemple, après on voit du charbon de bois. Et on peut voir que les enquêtes sur les ménages quantitatifs sont très bien pour les biocombustibles solides, parce que comme on a vu, on va vraiment à la source de consommation demander qu'est-ce que c'est consommé. Par contre, comme on peut voir, les enquêtes à les entreprises, ce n'est pas très bien pour la partie non commercialisée. En effet, ce n'est pas couvert du tout. Parce que c'est les personnes qui vont juste récolter du bois dans les forêts ou des personnes qui produisent eux-mêmes le charbon de bois. Et donc, il y a, comme on a vu, différentes méthodologies, différents outils, et on doit trouver c'est quoi les meilleurs pour chaque type de données qu'on est en train on veut estimer. Un exemple pour le suivi de la consommation ici de biocombustibles solides peut être, par exemple, CPI en 2010, il a fait une bonne enquête où il y avait la consommation par type de ménage et le nombre de ménages par type de cuisson. Et donc, on a estimé par rapport à cette enquête la consommation des différents combustibles. Après, par contre, pendant des années, on n'a pas eu des enquêtes. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? On a dû estimer la consommation pour les années auparavant en regardant, par exemple, des informations plus qualitatives qui sont disponibles pour estimer les années qui suivent. Par exemple, des données socio-économiques ou des données qui viennent de troisième partie. Par exemple, il y a des enquêtes sur les ménages qui sont faits par des autres entités, qui ont des informations qui peuvent être utilisées pour l'estimation, qui ne sont pas exactement ça qu'on cherche, mais qui peuvent nous aider. Et comme ça, on peut estimer les années où on n'a pas notre enquête. Par contre, on ne peut pas aller continuer à estimer de façon indéfinie. On doit, à un moment, penser de refaire notre enquête. Et dans cet exemple, on l'a fait 5 ans après, où on va récolter nos données. Peut-être on a aussi amélioré notre enquête, donc on a des données encore meilleures, en couverture plus étendue, en représentation meilleure de notre pays. Et donc là, on peut aller corriger aussi avec ces résultats toutes les estimations qu'on avait fait dans le passé pour avoir une série temporelle de données de qualité. Et après, on peut aussi corriger les enquêtes anciennes par rapport à les résultats et les nouvelles informations qu'on a collectées avec les nouvelles enquêtes. Donc ça, c'est juste pour dire qu'il faut avoir des enquêtes très souvent, il faut avoir des méthodologies d'estimation entre les deux enquêtes, et il faut aussi penser de réviser les vieux données pour pouvoir analyser les séries temporales et les tendances. Tout ça, notamment, a un coût, et donc il faut allouer des ressources pour pouvoir mettre en place ce type de système. Comment on fait ça? Ça, c'est très compliqué. On a vu dans les fondamentaux des statistiques cette semaine qu'il faut prioriser au niveau gouvernement du budget pour la collecte des données énergétiques, parce que c'est très important, et notamment en Afrique subsaharienne, savoir la consommation de biocombustibles, comme on a vu aujourd'hui, c'est une des choses plus importantes. Maintenant, on passe à la dernière partie de cette présentation, le biocombustible solide et l'accès à la cuisson propre. Et je laisse l'espace à Arnaud qui va parler un peu plus de ce sujet-là. Donc, on va voir la situation d'aujourd'hui, les perspectives et un peu la modélisation de l'AIE sur l'accès à la cuisson propre. Merci beaucoup, Gianluca. Donc, en effet, après ces premières parties extrêmement intéressantes sur les biocombustibles solides et comment cela se lie au sujet de la cuisson propre, on va parler du même sujet, mais peut-être en partant d'un angle différent, qui est vraiment celui de l'accès à la cuisson en lien avec l'ODD numéro 7. On va voir un petit peu différents éléments vraiment plus focalisés sur les pratiques de cuisson. Et d'ailleurs, vous avez posé plusieurs questions dans le Q&A à ce propos, donc je vais essayer de répondre à certaines pendant que je présente rapidement cette partie. Alors,
Donc Gianluca l'a mentionné, il y a un lien très fort entre l'utilisation des biocombustibles fossiles, solides et la cuisson, puisque notamment en Afrique, ils sont essentiellement utilisés pour cela, même si dans d'autres régions, c'est différent. Et donc ça nous fait faire le lien avec ce sujet qui est couvert par les objectifs de développement durable, c'est l'ODD numéro 7. La question qui se pose, c'est comment on définit ce qu'est la cuisson propre, puisque l'indicateur et donc l'objectif que la communauté internationale s'est donné, c'est de garantir l'accès de tous à des services énergétiques fiables et modernes. Et pour ce qui est de la cuisson, on parle de combustibles et de technologies de cuisson propre. Mais qu'est-ce que c'est la cuisson propre? Surtout quand on sait qu'il y a énormément de combustibles disponibles et énormément de fours ou équipements qui permettent de les utiliser. Donc là, vous avez un exemple, et puis vous avez répondu au sondage de Gianluca sur les différents moyens. Comment on peut définir si une personne, en fonction de son combustible, rentre dans la catégorie accès à la cuisson propre ou n'y rentre pas? Alors, c'est évidemment un défi. Et pour nous, dans nos définitions et dans donc les analyses qu'on va faire, ce qu'on considère, c'est que l'accès à la cuisson propre, ça signifie l'accès à des combustibles et à des technologies qui sont modernes et le fait de les utiliser principalement. Donc il y a bien ce couple, le combustible et la technologie, puisque, on le voit ici, de la biomasse, on peut utiliser de la biomasse qui serait du bois de chauffe récolté directement, comme Gianluca en a parlé, entre trois pierres. Et donc là, on tombe dans une utilisation qui est traditionnelle, qui n'est pas propre. Mais on peut aussi utiliser la même biomasse dans un foyer, dans une technologie, un équipement très performant qui, lui, permet d'être sur une utilisation propre. Et donc, dans ce cas, on a accès à la cuisson propre. Quelques diapositives pour montrer un peu la complexité de ce sujet équipement et combustible. Euh, Voilà, et peut-être avant cela, d'après nos analyses, on voit qu'en RDC, et ce sont d'après aussi des chiffres qui sont récoltés par l'OMS, en RDC, on a seulement 3% de la population qui a accès à la cuisson propre, donc qui utiliserait premièrement soit du gaz naturel, de l'électricité, du GPL, du biogaz ou de la biomasse, mais à travers des foyers améliorés. La moyenne en Afrique subsaharienne est à, est à 17%. Alors, pourquoi les pratiques de cuisson sont complexes et pourquoi les usages sont très segmentés? Quand on regarde aujourd'hui dans le monde, donc au-delà de l'Afrique, si on prend l'ensemble des foyers, on voit que la grande majorité, et c'est la partie grise du petit camembert à gauche, n'utilise pas de foyer amélioré ou Improved Cook Stoves en anglais, et que parmi ceux qui utilisent des foyers améliorés, eh ben, une fois qu'on a dit foyer amélioré, on parle de choses très très différentes. L'essentiel des ménages utiliseront des foyers améliorés, mais qui restent très basiques. Donc en Afrique de l'Est, on appelle ça les JICO. Je ne sais pas si ça a un nom spécifique en RDC, mais donc on parle de ces petits foyers, par exemple à charbon de bois, qui vont coûter entre 5 et 20 dollars, qui vont un petit peu améliorer l'efficacité, c'est-à-dire qu'on va avoir besoin de moins de combustible pour le même service énergétique, et par ailleurs qui vont aussi réduire les fumées et les émissions. On a des foyers qui sont intermédiaires, qui coûtent plus cher et qui ont une efficacité plus importante, et surtout qui vont avoir un impact plus important sur la réduction des fumées et du CO2. Il faut bien garder en tête que sur ce sujet de la cuisson, il y a vraiment deux gros problèmes auxquels on s'attaque. Le premier, c'est l'efficacité. Donc, est-ce que je peux transférer un maximum de chaleur depuis mon combustible vers le pot, la marmite, et donc voilà, utiliser le minimum de combustible pour préparer un repas. Et le deuxième sujet, c'est plutôt lié à la nature de la combustion. Est-ce que je vais avoir une combustion le plus complète possible où il n'y aura pas de particules et il n'y aura pas il y aura un minimum de particules et il y aura un minimum d'émissions de CO2 qui sont liées. Et donc, si on veut vraiment avoir des équipements qui s'attaquent à ces deux problèmes, il y a des foyers de cuisson améliorés, qui sont un petit peu des bijoux technologiques, si je puis dire, mais qui vont coûter de ce fait beaucoup plus cher, près de 50 dollars.
La photo que vous avez là, c'est un exemple d'une entreprise technologique américaine qui en fait développe à la base des produits de camping pour les États-Unis, pour les marchés, les économies avancées, mais qui par ailleurs utilise les mêmes technologies pour proposer des foyers de cuisson pour les pays en développement. En l'occurrence, là, il y a un aspect intéressant qui est une cellule thermoélectrique où en fait, donc on va mettre dans ce foyer de cuisson des morceaux de bois, des petites bûches. La chaleur va être captée et va être convertie en électricité. Cette électricité va activer un ventilateur et par ce ventilateur, en fait, on va pouvoir avoir une combustion complète et tout en haut du pot, on va vraiment avoir des flammes bleues comme on aurait sur du gaz naturel. Et par ailleurs, avec l'excédent d'électricité, on va pouvoir, avec un port USB, brancher un téléphone portable qu'on rechargerait ou une petite lampe. Donc voilà, pour vous dire que quand on dit des cookstoves ou des foyers de cuisson améliorés, il y a vraiment une très large gamme d'équipements qui n'auront pas tous le même impact et qui, n'ayant pas tous le même coût, ne sont pas tous aussi abordables ou qu'on ne peut pas disséminer à la même échelle. Et en plus, comme on le sait bien, c'est encore plus complexe puisque à la question qui était posée sur le sondage en ligne par Gianluca, quel est votre principal quelle est votre principale source de cuisson? Je pense que si on vous avait laissé choisir plusieurs sources plutôt qu'une seule, vous auriez peut-être coché que vous avez l'électricité plus un autre moyen. Personnellement, chez moi, j'ai des plaques de cuisson, j'ai un four, j'ai un grille-pain et un barbecue. Donc, on a tous plusieurs dispositifs de cuisson selon les recettes qu'on fait, selon les plats qu'on mange et les circonstances. Et du coup, c'est encore plus complexe de suivre d'un point de vue statistique quels sont les moyens de cuisson, puisqu'on sait très bien que les ménages en utilisent plusieurs en parallèle. Si on prend l'exemple du GPL, on observe que le GPL, évidemment, est plus propre et plus pratique, mais à un coût. Et le problème aussi, c'est que parfois, il faut, une fois qu'on a déjà les dispositifs, à chaque fois qu'on veut remplacer la bonbonne, bah, il faut remplacer, enfin, c'est 3, 6 ou 12 kilos qu'on remplace d'un coup. Donc, il y a un investissement initial. Et on peut observer que les ménages, quand ils voient qu'ils arrivent à la fin de la bonbonne, vont avoir tendance à réutiliser un peu plus le charbon de bois ou le bois pour retarder le moment où il va falloir remplir la bonbonne et donc poser sur la table le montant d'une recharge complète de GPL. Ça, c'était côté équipement. Si on regarde côté combustible, en fait, il y a beaucoup de manières de l'analyser, mais donc on voit que chaque solution a ses avantages, a ses inconvénients, et on n'a pas un couple combustible-équipement qui soit la panacée. Donc là, les quelques critères qu'on a essayé de mettre, c'est le coût du foyer, enfin, donc de l'équipement, le coût du combustible, ensuite sa fiabilité, son impact sanitaire, son impact environnemental. Et donc, ce que vous voyez, c'est que voilà, il n'y a pas de solution idéale. On a une combinaison d'avantages et d'inconvénients. Alors maintenant, regardons un petit peu plus l'état de l'accès à la cuisson propre dans le monde, puisque c'est un des indicateurs de l'ODD numéro 7. Et donc, ce qu'on voit, c'est que aujourd'hui, dans le monde, on a à peu près un peu plus de 2,5 milliards de personnes qui cuisinent toujours avec des solutions traditionnelles. L'Afrique subsaharienne et donc la bande en vert dont on voit que sa part augmente, c'est le trait vert qu'on voit sur la partie droite. Donc, dans les années 2000, l'Afrique subsaharienne représentait à peu près 20% de la population sans accès à la cuisson. Aujourd'hui, c'est 35%, notamment puisqu'il y a des pays, et en particulier en Asie, qui ont réussi à faire des progrès importants. Par exemple, l'Inde, avec des politiques de soutien au GPL très très fortes, de subventions, mais et aussi de mise à disposition des infrastructures. Quand on dit subvention, il faut toujours penser pour le GPL qui est à la fois l'équipement initial, donc le brûleur, le câble, la bonbonne, et ensuite des subventions sur le combustible qu'on doit renouveler régulièrement. Et la Chine, aujourd'hui, a encore une part importante de sa population qui cuisine avec des combustibles traditionnels, du charbon,
Donc là, c'est pas du charbon de bois, c'est vraiment du charbon directement et d'autres combustibles traditionnels. Et là, on peut voir sur la partie droite, voilà un petit peu la carte de l'Afrique avec la proportion selon la couleur, la proportion de la population qui n'a pas accès à la cuisson. On disait que la moyenne, c'est plus de 80% sur l'Afrique subsaharienne. Et donc, on voit qu'il y a des pays comme le Nigeria où ça représente 180 millions de personnes qui cuisinent avec des moyens traditionnels. Alors, j'anticipe un petit peu sur les présentations de la semaine prochaine où on va parler de modélisation et on va bien vous expliquer étape par étape comment on réalise ces modélisations. Mais donc, si on regarde juste un petit peu sur le sujet de la cuisson, pourquoi on pourrait chercher à faire de la modélisation, de la planification de long terme sur la cuisson propre? Et ben en fait, ces projections, elles peuvent nous permettre plusieurs choses. Premièrement, elles peuvent nous permettre d'estimer comment le nombre de personnes sans accès à la cuisson va évoluer, ou bien qu'est-ce qu'il faudrait faire si on voulait avoir un accès universel. Donc là, on pourrait regarder groupe de population par groupe de population, qui utilise quelle technologie et quel combustible, quelle est la disponibilité de ces technologies et ces combustibles à terme. Et donc voilà, on peut projeter cela et donc voir en lien peut-être avec les stratégies. Pour le cas de la RDC, il me semble qu'il y a eu des stratégies d'accès qui ont été faites dans le cadre de Sea4All avec les objectifs universels à 2030. Voilà. Ça, c'est des exercices qui permettent de projeter cet indicateur de l'ODD numéro 7. Ça peut me permettre de comprendre la demande future en énergie et donc de pouvoir agréger au niveau du pays quelle sera la demande en électricité qui vient des ménages qui cuisinent avec l'électricité, en GPL ou autre. Et donc, on peut remonter au niveau de l'approvisionnement. Pour le GPL, ça peut nous dire de ce fait quels seront les besoins d'importation en GPL, ou bien dans le cas s'il y a une activité de raffinage, les besoins d'importation en pétrole brut qui serait raffiné pour faire du GPL. Et enfin, faire des projections sur ce sujet de la cuisson, ça nous permet aussi d'anticiper les impacts. Gianluca parlait évidemment du nombre de morts liés aux pollutions de l'air. Il y a les impacts climat, environnement également. Un exemple ici, et ça adresse peut-être une des questions qui étaient posées, c'est qu'on a fait une analyse en regardant l'évolution de la consommation de bois de chauffe sur les dernières années. Et ensuite, on a fait des projections pour voir comment elle évolue. Et ce qu'on a aussi regardé, c'est la réduction de la surface forestière. Donc, si on prend, je crois qu'on n'a pas les données pour la RDC malheureusement, mais si on prend la Tanzanie, donc on voit qu'entre 1990 et 2018, il y a à peu près un doublement de la quantité de bois qui est consommée. Et par ailleurs, on voit que la forêt, qui était à peu près à 55 millions d'hectares, a diminué à 45 millions d'hectares. Donc ça, c'est la partie analyse historique, puisque avant de faire des projections, il faut toujours regarder un petit peu d'où on vient et s'appuyer sur les statistiques. Et donc, on peut faire des projections et voir selon différents scénarios comment évoluerait la consommation de bois de chauffe. Et là, ce sont les barres bleues et jaunes que vous voyez. On n'a pas cherché à estimer ici comment évoluerait la surface forestière en conséquence, puisque c'est vraiment des estimations très, très complexes. Mais pour répondre à la question qui était posée, c'est très, très difficile d'estimer s'il y a une utilisation renouvelable de la biomasse ou non. Il faut beaucoup de données et malheureusement, pour beaucoup de pays, aujourd'hui, on ne voit pas forcément comment cela évoluerait. Si on regarde le passé, on peut arriver à la conclusion, dans le cas de la Tanzanie, du Nigeria, de l'Éthiopie, que l'augmentation de la consommation de bois de chauffe a été corrélée et donc a pu être une cause directe de la réduction de la surface forestière. Alors, rapidement, quelques principes sur... non, pardon, je vais passer assez vite là-dessus parce on y reviendra quand on fera les sessions de modélisation. Donc, juste pour partager quelques résultats possibles de ces exercices de modélisation. Nous, quand on a fait nos projections justement sur le nombre de personnes sans accès à la cuisson propre
eh bien, on voit qu'il y a certains pays qui arrivent à maintenir, à réduire le nombre de personnes sans accès, voire à le maintenir très faible, mais que pour une grande majorité de l'Afrique subsaharienne, ce nombre va monter. Donc ça, à gauche, ce serait dans un scénario un petit peu qu'on peut appeler business as usual ou un scénario qui projette les tendances actuelles, alors que dans un scénario développement durable, où on vise à atteindre l'objectif l'ODD numéro 7, eh bien, on voit les différentes trajectoires que doivent prendre les régions du monde. Et dans le cas de l'Afrique subsaharienne, il s'agit de passer de moins de 20% à 100% d'accès à la cuisson propre sur la prochaine décennie. Et alors, si on regarde qu'est-ce que ça voudrait dire combustible par combustible, aujourd'hui en Afrique subsaharienne, donc, on a, comme on le disait, un mix de combustible pour la cuisson qui est dominé par la biomasse solide et vient ensuite le charbon de bois. Mais on a également l'utilisation de charbon et de kérosène. En Afrique, on a de l'utilisation de kérosène, par exemple au Nigeria, étant donné les productions de produits pétroliers qui sont directement dans le pays. On a également l'utilisation de GPL, plutôt dans les zones urbaines et périurbaines. Il y a des pays qui ont eu des politiques très, très fortes, notamment le Ghana, la Côte d'Ivoire, pour soutenir ce fuel. Et puis après, on a d'autres technologies plus propres. Donc aujourd'hui, on a quand même une majorité de biomasse solide, primaire, si je puis dire, ou secondaire, puisqu'il a été transformé en charbon de bois. Dans les politiques annoncées, et donc si on projette un petit peu les tendances, on voit que la part de biomasse reste importante, même s'il y a une part du GPL, des foyers de cuisson améliorés qui augmente. Et donc on passerait à plus que 70% de la population sans accès. Et dans notre cas Africa Case, qui est un scénario où on atteint l'accès universel, on voit qu'on reposerait énormément sur les foyers de cuisson améliorés de biomasse, sur le GPL et sur d'autres technologies, que ce soit l'électricité en ville ou l'électricité de manière off-grid, puisque c'est aussi des choses qui commencent à émerger, ou que ce soit le biogaz à travers des biodigesteurs en zone rurale, par exemple. Dans le cas de la RDC, on voit qu'aujourd'hui, le mix est vraiment très lourdement dominé par la biomasse et le charbon de bois. Et selon nos estimations, dans l'Africa Case, pour avoir un accès universel, il faudrait développer énormément les foyers de cuisson améliorés de biomasse. Petite pause avant de repasser la parole à Gianluca et de basculer à un exercice, notamment sur les questions sur les différents équipements. Donc, comme on l'a vu, les foyers de cuisson améliorés de biomasse, il en existe beaucoup. C'est assez compliqué d'assurer un impact maximum à un coût minimum avec une bonne appropriation. Donc, il y a vraiment des enjeux assez difficiles pour déployer cette technologie très, très largement. Et puis, il y a beaucoup de technologies de sous-équipement. Ça reste cependant un équipement qui peut être très intéressant puisque là, on ne change pas le combustible. Quand on demande aux personnes de passer de la cuisson à partir de bois entre trois pierres à du GPL ou à de l'électricité, il y a un changement de pratique qui est vraiment très très fort. Alors que si on dit, vous continuez avec votre combustible actuel, mais plutôt que d'être sur un foyer trois pierres ou sur un petit équipement basique, on change cet équipement. Voilà, ça permet en termes d'appropriation et de pratique d'avoir une transition plus en douceur. Et je voudrais juste finir là-dessus, peut-être en rebondissant aussi sur les questions par rapport aux cuiseurs solaires. Ce qui est très compliqué dans ce sujet de la cuisson propre, c'est que voilà, il y a un aspect technologique, comment on améliore la cuisson, c'est-à-dire comment on a plus d'efficacité, comment on transfère plus rapidement la chaleur du combustible vers la marmite. Il y a une question de combustion complète pour assurer qu'on minimise les particules et les gaz à effet de serre. Mais il y a vraiment une question qui est purement culturelle, sociologique, anthropologique de quelles sont les pratiques et est-ce qu'on peut imaginer que des gens qui aujourd'hui, pour s'alimenter tous les jours, font comme leurs parents, leurs grands-parents ont fait
et comme les générations précédentes l'ont fait depuis toujours, est-ce qu'on peut imaginer que ces gens vont du jour au lendemain passer à un tout nouvel équipement? Le cuiseur solaire a beaucoup d'avantages. Après, il a aussi des difficultés. Si on parle de ces équipements avec des miroirs qui renvoient l'énergie vers un point central, et ben, évidemment, quand il n'y a pas de soleil, ça ne fonctionne pas. Donc, mieux vaut ne pas avoir faim ou ne pas avoir à préparer le repas à ce moment-là. Par ailleurs, il y a parfois des enjeux un petit peu de sécurité sur la réflexion avec ces miroirs, et il y a eu des cas parfois de brûlures aux yeux. Voilà, il faut vraiment penser en termes de manière exhaustive et holistique sur, au-delà de la technologie, est-ce que cet outil va vraiment être approprié par les populations? Est-ce qu'il va répondre à leurs pratiques, à leurs besoins? Et donc, il y a encore beaucoup de travail à faire pour trouver les bonnes technologies qui permettent de faire tout cela. Voilà, je m'arrête là et Gianluca, je te repasse la parole pour rebasculer un peu plus sur un exercice pratique sur la consommation de biomasse et ses estimations. Merci beaucoup Arnaud et merci beaucoup à tous pour les questions, elles sont très intéressantes en effet. Là, on va essayer de faire un petit exercice simplifié et après, on fera une petite pause pour prendre un café ou regarder nos emails après, avant de passer à parler un peu plus en détail de l'accès à l'électricité. Donc, vous voyez mon Excel? Parfait. Donc, l'exercice que malheureusement, on n'a pas pu vous envoyer avant, mais que vous allez recevoir après si vous voulez jouer un petit peu avec, c'est le suivant. On avait des données spécifiques sur un pays en question, ce n'est pas un pays existant, c'est des données un peu inventées pour jouer et faire des petits calculs. On avait ces données sorties dans l'enquête après les ménages, données qu'elles nous disaient le nombre de personnes qui cuisinent avec les différents types de sources ou de foyers. Par exemple, on avait le nombre de personnes qui cuisinent avec des foyers traditionnels, le nombre de personnes qui cuisinent avec des foyers améliorés et le nombre de personnes qui utilisent du GPL ou électrique. Donc, on a ça à un niveau historique par rapport à ces enquêtes faites pour les pays ou enquêtes plus d'estimation, comme on a vu avant. Il n'y a pas souvent des enquêtes tous les années. La première question demandait de calculer par rapport à ça, à ces données, l'ODD 7.1, donc l'accès à la cuisson propre, un pourcentage de la population. On a vu qu'on peut définir comme cuisson propre notamment l'électricité. On peut définir aussi le GPL comme façon de cuisiner propre et aussi les foyers améliorés. Donc, dans cet exemple, on va considérer ces trois technologies comme cuisson propre. Et pour calculer notre indicateur d'efficacité, on va juste prendre la somme de personnes qui cuisinent avec ces foyers considérés propres, divisé par la population totale dans les pays. Et là, on va voir qu'on a été à 38% en 2015. En 2020, on a un peu amélioré parce qu'on voit qu'on a une augmentation des foyers qui utilisent le GPL, par exemple. On va arriver à presque 50% de la population. Après, on avait une prochaine question, la question numéro 1, qui nous disait d'estimer l'énergie utile moyenne nécessaire pour cuisiner chaque année dans un ménage et après aussi par habitant, en utilisant les données fournies, ici, plus certaines hypothèses. Donc, comment est-ce qu'on va faire ça? On a des données fournies comme énergie utile pour préparer un repas moyen dans un ménage. Ça, c'est une hypothèse qu'on a prise ici, c'est dans kilowattheure, mais ça peut être différent par rapport au pays ou au type de repas cuisiné. Donc ça, c'est une hypothèse prise pour cet exercice. Ce n'est pas la façon une variable, une constante fixe. C'est quelque chose qu'on peut changer par rapport à les informations qu'on peut avoir. Pour cet exercice, c'est 1 kWh pour préparer un repas dans un ménage en moyenne. Après, on a estimé dans notre hypothèse qu'il y a 2,2 repas par jour. Donc, on s'est dit 2 repas, c'est le dîner, le déjeuner et le petit déjeuner où on cuisine un petit peu moins. Donc, on a dit pas 3, mais 2,2. Ça peut être différent. Il faut faire des hypothèses, des études, regarder un petit peu la littérature signant pour avoir peut-être une valeur plus détaillée. Le nombre de jours qu'on cuisine chaque année à la maison, ça aussi, des fois on mange au restaurant, des fois on mange chez des copains, on ne mange pas chez nous. Donc, on n'a pas tous les jours dans l'année 365 qu'on mange chez nous. Donc, on a fait l'hypothèse ici
les 300 jours par an où on cuisine à la maison. Et après, il y a notre hypothèse, ou hypothèse quand même une statistique qui sort probablement des statistiques nationales, combien de personnes en moyenne habitent dans chaque ménage. Et s'il y en a 4, ça peut être 5, ça peut être 10, ça peut être 3, ça dépend du pays, de la région, etc. etc. Ce qu'on voulait calculer, c'est l'énergie annuelle de cuisson par ménage. Donc, pour cuisiner, on a dit, comment est-ce qu'on calcule ça? Pour cuisiner, on a dit, dans notre hypothèse, qu'on a besoin d'1 kWh par repas. Donc, on multiplie ça par le nombre de repas par jour et par les jours, parce qu'on voit l'année, de cuisson par an à la maison. Et ici, on va avoir notre énergie consommée pour cuisiner dans un ménage. Si on veut regarder un indicateur par personne, comme on sait qu'il y a 4 personnes pour chaque ménage, on va juste diviser ces valeurs par le nombre de personnes par ménage. On aura qu'en moyenne, avec ces hypothèses, on a besoin de 165 kWh d'énergie utile par personne. Quand on dit énergie utile, on parle de l'énergie qui s'est transmise au repas, à la nourriture. Donc, ça exclut l'énergie perdue dans la combustion. On parle de ça ici. C'est important ces définitions parce qu'après, on pourrait utiliser les efficacités qui sont données ici, tirées des rapports techniques, des rapports techniques de chaque type de foyer, qui nous a permis d'avoir, par exemple, que les foyers traditionnels au bois ont une efficacité de 15%. Cette efficacité est définie comme l'énergie utile, donc l'énergie passée au repas, divisé l'énergie consommée ou utilisée par rapport au bois. Donc, la quantité d'énergie contenue dans les bois qui est combusté ou brûlé. Après, on avait une autre question, la question numéro 2, qui nous demandait d'estimer la demande d'énergie pour la cuisson par type de combustible en utilisant toutes ces informations-là. Comment est-ce qu'on peut faire ça? On avait déjà l'énergie utile nécessaire pour cuisiner pour une personne. On a le nombre de personnes qui cuisinent avec chaque type de technologie aux sources et on a les efficacités. Donc, on commence par les GPL, que c'est facile, c'est qu'une source unique. Donc là, on a ces informations, on s'est dit GPL, alors, on a besoin d'une énergie utile de 165. L'efficacité des foyers au GPL, c'est de 50%. Donc, on divise notre énergie utile par l'efficacité des foyers au GPL, que c'est 50%. Et on aura l'énergie en GPL par personne annuelle. Okay? Ça, c'est notre énergie par personne consommée annuelle. Et après, on va savoir la totale consommée. Et donc, on va multiplier ça par le nombre de personnes qui cuisinent au GPL, que c'est 5 millions. Et là, on va voir notre demande de GPL. Ça, on n'est pas dans les bonnes unités. Il faut diviser ça par 1000 parce qu'on est un térawattheure. Et ici, on a un kilowattheure. Et on a millions de personnes. Donc, hop, on divise ça par 1000. Et on passe dans les bonnes unités de térawattheure. On peut faire la même chose pour l'électricité. Exactement le même type de formule. On utilise le rendement par contre de foyer électrique et le nombre de personnes qui cuisinent avec l'électricité. Par contre, pour la biomasse, comme on a vu, il y a deux types de foyers traditionnels et améliorés. Donc, on doit faire la somme des deux. Comment est-ce qu'on fait ça? On fait séparément, on fait l'énergie nécessaire utile divisé l'efficacité des fours traditionnels multiplié par les personnes qui cuisinent avec les foyers traditionnels. Hop. Et après, on a vu qu'il faut diviser par 1000 pour avoir les térawattheures, sinon c'est un gigawattheure. Et après, on doit sommer aussi la même chose, par contre, pour les foyers améliorés. Hop. Ici, on divise par 1000. Et donc, on a aussi notre demande en bois. On peut tirer la formule parce qu'on a mis un peu les efficacités, toutes les données un peu partout, mais il faut en effet, hop, il faut bloquer avant notre variable les hypothèses. Ici aussi, en bleu. Ici, on y est. Et donc, on aurait pu estimer notre valeur de consommation. On pourrait faire la même chose pour l'électricité et obtenir nos résultats. Après, nous demander, ici je viens directement les résultats de l'exercice, comme ça on ne doit pas recalculer et faire toutes les formules. J'ai déjà calculé auparavant. Ici, on était donné pour la prochaine question avec des données de consommation pour la cuisson sorties des statistiques du ministère de l'Énergie. Donc ça, c'est ça qu'on a estimé nous avec les données qualitatives et avec les hypothèses qu'on a fait avec ces petits modèles. Et ici, c'est les vraies données
officielles par rapport à les statistiques du gouvernement. Et on va vouloir, dans cet exercice-là, comparer notre résultat d'estimation avec les statistiques officielles. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? On a divisé notre valeur par la valeur des données statistiques officielles. On a enlevé 1. Comme ça, on a exactement les pourcentages de différence. On voit par exemple que pour le GPL et l'électricité, la différence est très faible. Donc, soit notre estimation et aussi les statistiques sont probablement bons parce que notre estimation valide les statistiques officielles et vice-versa. Par contre, on voit qu'il y a une différence importante par rapport à la biomasse. Ça fait, comme on a vu, avoir des statistiques de qualité représentative de la biomasse, c'est difficile pour différentes raisons, parce que ce n'est pas commercialisé, etc., etc. Et donc, il y a peut-être un problème, ou dans notre estimation, ou dans les statistiques officielles. C'est possible que les statistiques officielles, qui sont beaucoup plus élevées que notre estimation, prennent en compte des très vieilles enquêtes, Elles ont juste utilisé une tendance de croissance de la population sans prendre en compte l'augmentation d'utilisation du GPL, l'augmentation d'utilisation des foyers améliorés. Et donc, c'est pour ça que c'est surestimé dans quelque chose de plus grand que la réalité. C'est possible. C'est possible aussi que nos estimations, on a pris des hypothèses erronées dans notre, par exemple, nécessité d'énergie utile, dans les repas par jour, ou même dans les efficacités réelles de nos foyers. Donc là, il y a une différence. Et on pourra, en analysant plus en détail, soit les statistiques officielles, d'où savions c'est quoi la dernière enquête qui s'était faite, et après, essayer de se faire un niveau de confiance avec les deux données. Après, on peut choisir de les modifier si besoin, ou d'utiliser pour notre analyse lesquelles exactement. Par exemple, si on trouve que les données officielles sont basées sur des enquêtes de 1980 et qu'il n'y a pas une méthodologie d'estimation forte utilisée par ces statistiques officielles, on peut se dire peut-être que nos estimations qu'on vient de faire sont meilleures et donc pour notre analyse, on va l'utiliser. Par contre, si on se rend compte que les données officielles sont sorties de enquêtes très solides faites récemment et qu'il y a une méthodologie très développée par le ministère de l'Énergie pour développer ces statistiques, on peut se dire peut-être que notre estimation a pris en compte des hypothèses erronées et que pour tout type d'analyse, on va utiliser les valeurs officielles. Ça peut porter aussi à modifier les valeurs officielles par le ministère de l'Énergie en faisant ces calculs, en se rendant compte qu'en effet, les valeurs officielles ne sont pas bonnes et on peut les réviser. Et les valeurs officielles vont devenir des valeurs en utilisant ces nouvelles méthodologies qu'on a développées. Après, il y avait une question très, très intéressante, je pense. C'était un peu plus planification politique, on peut dire. On voyait que dans les données ici et nous, qu'avec la politique actuelle, des données 2030, ça c'était des projections que nos analystes, ou les analystes de cet exemple, ils ont fait pour calculer en 2030, on va être où par rapport à la politique actuelle. On va voir qu'on va avoir une augmentation des personnes qui utilisent le GPL, une augmentation des personnes qui utilisent le foyer électrique et aussi des foyers améliorés. Par contre, avec ces politiques, on voit qu'il y a un accès à la cuisson propre de 70%. Donc, on n'a pas l'accès global au pays en 2030 de tout le monde qui cuisine avec des sources de cuisson propre. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va essayer de développer une politique qui va nous ramener à avoir l'accès de tout le monde, donc 100% de la population, avec des sources de cuisson propre. Dans l'exemple, dans la question, les analystes, les développeurs de politiques, ils avaient développé ces politiques suivantes. Ils ont un nouveau objectif que 5 millions de personnes, de ménages, en 2030, vont utiliser des foyers de cuisson améliorés. Donc, ça signifie qu'en 2030, 5 millions de personnes, de ménages, pardon, pas de personnes, de ménages, vont utiliser foyers de cuisson améliorés. Ça, c'est le premier objectif de notre politique. Et le deuxième, c'est aussi que l'offre résidentielle de GPL va se limiter à 4 TWh maximum, mais on va arriver jusqu'au max. Donc, le gouvernement il va essayer que tout le GPL qui est disponible dans les pays en 2030, par rapport aux importations, le raffinage interne, va être utilisé pour cuisiner. Donc, va être, des foyers de GPL vont être distribués à les personnes et des infrastructures pour la distribution de GPL
et peut-être des incentives, si le prix est trop élevé pour certains ménages, vont être mis en place pour qu'on arrive à une consommation de GPL pour la cuisson de 4 TWh en 2030. Donc ça, c'est les deux actions et objectifs du gouvernement. Comment est-ce qu'on a mis en pratique dans cette petite estimation pour voir qu'est-ce que ça signifie? On voyait que la première, c'est 5 millions de ménages utilisent des foyers de cuisson améliorés. OK, donc qu'est-ce qu'on fait? On va venir ici. On a notre colonne de notre scénario d'accès global. Et on s'est dit 5 millions de ménages. On sait qu'il y a 4 personnes par ménage. Donc, on multiplie 5 pour 4, 5 millions de ménages pour 4 personnes par ménage. Et on va avoir 20 millions de personnes qui cuisinent avec les foyers améliorés en 2030 par rapport à ces politiques et si on arrive à mettre en place toutes les actions de la politique. Aussi, comme c'est une politique, un objectif de 100% accès, on peut mettre directement à zéro les personnes qui utilisent des foyers traditionnels. Parce que dans cet exemple, c'est le sol qui représente la cuisson pas propre. Après, on avait l'autre partie de l'exemple qui disait 4 TWh de GPL va être consommé comme objectif en 2030. Donc, on peut mettre directement les 4 ici, 1 TWh, et après, à partir de ça, on va pouvoir estimer combien de personnes vont utiliser de la cuisson de GPL en connaissant, comme on a vu les hypothèses d'avant, l'énergie utile, l'efficacité du GPL, le nombre de personnes par ménage. On va pouvoir calculer combien de personnes, ici c'est par exemple 12 millions, qui vont utiliser les foyers au GPL. Le reste, ça va être électrique, parce qu'on a dit que ça va être 0 personnes qui cuisinent avec des formes de cuisson pas propres. Et on aura notre scénario d'accès à la cuisson propre pour tout le monde, où il y a 100% de personnes qui cuisinent avec des technologies propres par rapport à ces politiques mises en place. Après, notamment, ça c'est très simplifié, il y aura à prendre en compte quand on développe la politique aussi les coûts de chaque action. Ça, c'était juste un exemple. Par exemple, on a mis des limites, en effet, pour le faire un peu plus réel sur le GPL, pour voir qu'on peut dire que tout le monde cuisine avec le GPL, mais ce n'est peut-être pas possible par rapport à l'approvisionnement du GPL dans les pays, les infrastructures de distribution du GPL, surtout dans les zones rurales, et aussi les coûts d'accès, soit à les foyers de cuisson, qui ont un coût initial, mais aussi à l'achat du GPL. Donc, il faut prendre tout ça en compte, mettre en place des incentives, développement d'infrastructures et tout ça. Alors ça, c'était juste un exemple pour faire des petits calculs et essayer de voir comment est-ce qu'on va arriver en 2030 à notre accès total. Comme on voit ici, il y a un petit peu de graphique aussi dans l'exercice. Et nous faisait voir un peu les résultats. Donc, important à retenir, c'est qu'il y a toujours des hypothèses qu'on peut prendre. Il y a peut-être des données qualitatives qui existent déjà. Par exemple, notamment, je viens de penser à le nombre de personnes ou à le nombre de foyers, de ménages qui cuisinent avec chaque type de foyer. Il y a des enquêtes menées à niveau international dans chaque pays qui sont peut-être utilisables pour faire ce type de calcul. Par exemple, notamment, je pense à les données de l'Organisation mondiale de la santé, l'OMS, qui développe chaque année des statistiques basées sur des enquêtes nationales. On a fini maintenant l'exercice. Je ne sais pas s'il y a des questions, Arnaud, spécifiques. Oui, alors une remarque de Noëm Bamvou qui disait que justement sur le paramètre du nombre de jours de cuisson à la maison par an, en RDC, il serait plutôt à 360 jours. Mais donc voilà, c'est l'intérêt de construire ce type de petit fichier Excel, c'est qu'ensuite on peut très facilement changer un paramètre. Là, je pense que si Gianluca, tu changes 300 par 360, on verrait des résultats qui évoluent un petit peu partout sur la Exactement, on demande en voit énergie. tout de suite, on voit que l'énergie utile passe de 165 à 188. Et donc, elle va changer toute notre demande d'énergie par type de source. Donc oui, c'est très important. Chaque petite hypothèse qu'on fait va pouvoir changer nos résultats. Ça, c'est la puissance, mais aussi les barrières et limitations qu'on a quand on fait des estimations et des modélisations. C'est donc très important de faire des recherches pour utiliser les hypothèses les plus proches de la réalité. Très bien, mais s'il n'y a pas d'autres questions, je vous propose qu'on s'arrête là pour la première partie. Il est 10h33 heure de Kinshasa et Paris à ma montre. Je vous propose qu'on reprenne à 40 donc pour une deuxième partie consacrée à l'accès à l'électricité.